Samedi 9 octobre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec le journaliste Lloyd Cherry, spécialisé dans la pop culture, la science-fiction et la fantasy, autour de l'ouvrage choral Tout sur Dune, publié aux éditions La Talente et Léa, au sujet de Dune, monument littéraire des années 60 de Frank Herbert. Merci Lloyd, merci David d'être là pour présenter donc le MOOC produit par La Talente et Léa. Le MOOC est là, j'imagine que vous êtes tous au courant. Vous savez tous donc qu'il existe quelque chose qui s'appelle Dune. Vous savez tous que c'est tout un univers. Partant de là, c'est assez, je ne sais pas trop comment commencer, si ce n'est par vous remercier de votre présence à vous et de votre présence à vous. On pourrait peut-être partir du fait que c'est un cas un peu... alors, pour moi, je pense que on pourrait parler peut-être d'abord du livre, de l'auteur, du livre Dune de l'auteur, du film, et peut-être ensuite du projet éditorial, cette espèce d'encyclopédie de l'univers Dune que vous avez coordonné et auquel vous avez participé à l'écriture. Je n'ai pas fait les présentations, donc en fait, Lloyd Cherry est le grand coordonnateur du MOOC Tout sur Dune. Et David Mailman, à part d'être un éditeur, est aussi de ceux qui ont le plus contribué à l'écriture du MOOC. Voilà. Donc, et ensuite, donc, parler de votre projet éditorial qui vous a mené à faire cette somme. Alors, c'est un livre qui est assez paradoxal, je pense. Est-ce qu'on pourrait commencer par dire, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord que dans les livres sacrés de la science-fiction, Dune, c'est probablement un de ceux qui a le mieux vieilli. Il y a beaucoup de livres qu'on a adorés quand on les a lus, qui ont une renommée, même si on ne les a pas adorés, qui ont une très grande renommée, et qui glissent tout doucement dans un truc un peu nostalgique, mais pas plus. Tandis que Dune... J'en fais l'expérience, puisque je suis en train de le relire, ça tient méchamment encore la route. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, souvent on dit que Dune, c'est dans le top 5 ou dans le top 10 des livres de science-fiction qu'il faut avoir lu quand on commence la lecture, qu'on décide de se mettre à la science-fiction. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que c'est un roman qui vieillit bien. C'est vrai que j'ai pu un peu relire Fondation là, puisque la série est sur Apple. Et c'est vrai qu'on voit que ça a pris un petit coup de vieux malgré tout le côté génial d'Asimov. Et en parallèle, des bouquins comme Le meilleur des mondes ou 1984, qui ont été écrits avant Dune, ne vieillissent toujours pas et sont toujours aussi actuels et concrets. Ce qui fait que c'est assez fascinant de voir que certains livres vieillissent mieux que d'autres. Dans le cas de Dune, je pense qu'il a fait que le livre vieillit bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas de machine et il n'y ait pas d'IA. Il y a eu un djihad butlérien dans Dune, vous le savez. Et donc, le fait que les machines ont été abolies fait que le livre, je pense, continue à bien vieillir. Ce qui est un peu compliqué quand on relit un petit peu Asimov, notamment, et la vision, même les auteurs des années 40, enfin de l'âge d'or des années 40-50, de l'âge d'or de la science-fiction, on se rend compte qu'il y a toute une prédiction de l'avenir, qu'on connaît maintenant, le monde de maintenant. On voit qu'évidemment, ça a un petit peu vieilli. Et c'est vrai que comme Dune se passe dans un temps infiniment lointain et dans un monde néo-médiéval qui mélange le genre un peu de la fantasy et puis beaucoup de la science-fiction. C'est vrai que le livre continue à bien vieillir, mais ça vieillit bien aussi, je pense, grâce au style littéraire de ce roman, qui est construit comme une grande tragédie. Et ça aussi, ça participe à faire que ce livre ne vieillit pas, comme certaines pièces de Shakespeare ne vieillissent pas du tout. Peut-être David veut rebondir. Oui, il y a d'autres choses. C'est que, d'une part, il y a des aspects intellectuels et des aspects qui ne sont pas intellectuels. C'est qu'en fait... Dune, c'est tellement vendu que, en fait, c'est un niveau de vente très très élevé par rapport aux autres classiques de la science-fiction. Donc c'est difficile quand on atteint un certain niveau de vente de s'effondrer complètement, même s'il y a des gens comme Paul Loussoulider qui ne se vendent plus aujourd'hui et qui vendaient autant que Dune à une époque. Voilà. Mais il y a aussi le fait que Dune, ça a marqué l'imaginaire de beaucoup de créateurs et créatrices. Donc en fait, ça a essaimé dans la culture populaire et dans la culture de science-fiction, qui fait que chaque fois que, quand vous avez Star Wars, même si Star Wars est très différent de Dune, quand vous avez même Avatar à certains égards, vous avez toujours des échos de Dune qui arrivent comme ça et qui font remonter Dune régulièrement. Et il y a le fait aussi que Dune, à l'époque, c'est un roman qui est assez
qui est un peu atypique, parce qu'une grande partie de ses ressorts ne sont pas les mêmes ressorts que les ressorts de ses contemporains. C'est pas un roman qui parle de la guerre froide. Et il y a aussi quelque chose qui est lié à l'écriture de Herbert, qui est une écriture relativement fluide d'un point de vue stylistique, relativement simple, mais qui, d'un point de vue de construction des intrigues et de construction des enjeux, repose sur tout un jeu multiple d'analogies. Analogie avec la situation américaine des années 50-60, analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, analogie avec les années 1880, analogie avec la Révolution américaine, qui font que, en fait, à chaque génération, on peut réactiver Dune parce que vous, par votre expérience de lecture et votre propre culture, il y a des aspects qui vont plus vous intéresser et des aspects qui vont passer au second plan. Donc, comme c'est une œuvre qui est initialement très très riche dans sa construction, par ce système d'analogies multiples, on peut en permanence la faire renaître, ce qui n'est pas le cas des œuvres qui reposaient sur des analogies très directes, en fait, qui peuvent en fait ne plus nous parler, mais qui reviendront peut-être, qui seront peut-être réactivées dans quelques années. Puis Dune, c'est un roman qui a bien été traduit en France, ce qui n'est pas le cas de tous les romans de science-fiction. Malheureusement, la réputation du mauvais genre, entre guillemets, de la SF vient aussi, entre autres, des traductions qui étaient des fois catastrophiques. Et Dune n'a pas été retraduit depuis, ce qui est assez rare quand on voit que d'autres grands noms, comme Philippe K. Dick, ont été retraduits il n'y a pas très très longtemps. Là, les robots d'Asimov ont été retraduits. Dune, la traduction de Michel Demuth, donc, qui a été très compliquée. Il en parle d'ailleurs dans Tout sur Dune et dans le MOOC Dune, que ça a été une vraie souffrance de traduire ce roman. Il a fait les 3 premiers et je trouve que la traduction ne vieillit pas. Et je pense que ça aide aussi, en tout cas en France, pour nous, lecteurs français, à d'autant plus continuer à apprécier ce roman. Et d'ailleurs, c'est un très très bon passage du MOOC. Moi, j'ai beaucoup aimé cette interview de Michel Demuth, parce que c'est rare que sur des littératures populaires, on donne autant de place pour s'exprimer aux traducteurs. Et j'ai trouvé qu'il s'exprimait vraiment avec une franchise, quelque chose de très très direct, qui était très appréciable. Et ces 2 pages sont 2 très bonnes pages du livre. C'est vrai qu'il n'y a pas de référence à la guerre froide comme c'était un peu la c'est pas le moteur du récit. Voilà, c'est difficile de l'oublier complètement. De l'époque. Ceci dit, il y a quand même une référence absolument évidente à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé quelques dizaines, quinzaines, vingtaines d'années auparavant. C'est quand même aussi un peu un décalque de Laurence d'Arabie. C'est un décalque explicite de Laurence d'Arabie. Après, alors, il y a 2 références au Moyen-Orient, en fait, très claires dans Dune. Il y a le personnage de Laurence d'Arabie, mais il faut voir que les 7 piliers de la sagesse, c'est... Non, c'est les piliers de la sagesse. C'est les piliers de la sagesse. C'est les piliers de la sagesse, voilà, pardon. Les piliers de la sagesse, c'est un immense best-seller encore dans les années 50 aux États-Unis. Donc c'est un texte que on sait que Herbert l'avait lu. Et l'autre référence, alors j'ai lu une fois que Dune, c'était une réflexion sur la crise du pétrole des années 70. Est-ce que vous voyez pourquoi ce n'est pas possible? C'est que c'est un roman qui a été écrit à la fin des années 50 jusqu'en 63 et publié en 65. Voilà. Mais en fait, l'OPEP existait déjà. Et Herbert avait déjà repéré que ça sentait pas bon que les pays de l'OPEP aient créé, les pays producteurs de pétrole aient créé une association, en fait. Je n'ai pas une grande formation en économie, mais je pense que les systèmes où quelqu'un a le monopole sur un produit extrêmement recherché, que ça s'appelle l'épice ou que ça s'appelle le pétrole, je pense que c'est des trucs en économie qui doivent être relativement déjà bien. Même à l'époque où Herbert écrivait, il devait déjà y avoir des données là-dessus. Et... alors, ce que je trouve aussi assez bizarre, finalement, au bout du compte, c'est que c'est un roman dont un des principaux arguments est de mettre en pièces un peu le mythe du héros, de l'homme providentiel, etc., etc. Et bizarrement, ce roman-là vient de quelqu'un dont la formation intellectuelle de base est plutôt à droite. Ouais, alors c'est vrai que ce twist, ce retournement du héros arrive plutôt vers le Messie de Dune. Souvent les gens, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Dune qui a été le plus lu, donc le premier volume, qui est vraiment dans le chemin classique du héros, avec donc un jeune seigneur qui à la fin arrive à devenir le roi de la planète, plus ou moins, et le retournement narratif de Paul arrive vraiment au Messie de Dune, et c'est là justement on se rend compte du côté génial de la saga de Frank Herbert. C'est aussi ce moment-là où d'ailleurs l'éditeur donc de Frank Herbert, Joseph
John Campbell, pardon, John Campbell qui était donc l'éditeur d'Astounding Stories et puis après d'Analogue, c'est lui qui a publié tous les grands noms de la science-fiction. Donc il n'a jamais rencontré Herbert, il ne se parlait que par téléphone, mais du coup lui était totalement contre le basculement de Paul Atreides. C'était quelque chose où il disait les lecteurs ne vont pas aimer, c'est pas normal, et d'ailleurs ton héros est trop puissant. Et tout le goût et tout l'intérêt, je trouve, de cette saga, c'est ce fameux retournement de situation. Enfin, en tout cas, comment devient Paul, qui est un personnage qui est finalement après soumis à sa préscience et qui est et auquel c'est autour de lui que ça devient quelque chose de terrible. Et c'est vrai qu'Herbert, dans son parcours professionnel, donc c'est quelqu'un qui a une enfance assez compliquée avec des parents alcooliques. Le père est un ancien policier, donc on est alcoolique pendant la prohibition. Voilà, ça montre qu'il y a des fortes chances que le père était quelqu'un de corrompu. Donc Herbert, il n'est pas vraiment éduqué. Il va apprendre, il va devoir se débrouiller par lui-même. Il va sympathiser avec un Amérindien qui va notamment lui apprendre l'art de la chasse et compagnie. C'était déjà, enfin, Herbert a une vie difficile et même lui, Herbert va être très compliqué avec ses enfants, vu que c'est un père abusif. C'est quelqu'un qui a été très sévère. Il trafiquait un détecteur de mensonges. Voilà, quand ses enfants faisaient des bêtises, il les passait devant le détecteur de mensonges qu'il avait lui-même trafiqué. Et quand ils étaient punis, ils ne pouvaient pas parler pendant plusieurs heures. Donc c'était un peu le délire de la maison. Et donc Herbert, pendant son travail de journaliste, puisqu'il va être journaliste, va faire des ménages et va travailler pour des politiciens, notamment des républicains proches tendance McCarthy. Donc voilà, la personne qui avait lancé la chasse aux sorcières pendant les années 50. Et donc, en fait, Herbert fait ce qu'on appelle des ménages. Donc c'est assez mal vu dans la profession d'être journaliste, en même temps devenir communicant en parallèle pour des républicains. Et il va être, je pense que c'est à Washington, voilà, comme Monsieur Smith au Sénat, c'est la référence à Capra. Il va être dégoûté par Washington et va apprendre beaucoup de choses, je pense, sur l'âme humaine et sur le côté très politique qui va se retrouver dans son roman plus tard. Et il a écrit un texte qu'on a aussi mis dans le livre, qui s'appelle La jeunesse de Dune. Et Frank Herbert décrit en fait les coulisses de sa création. Et notamment pour lui, il faut se méfier des super-héros, il faut se méfier des hommes providentiels. Donc il ne serait pas très pro-De Gaulle, je pense. Par exemple, nous, dans notre imaginaire collectif français, c'est très important. L'homme providentiel, Napoléon, De Gaulle, on attend toujours quelqu'un qui va... on va dire fédérer le pays et va suivre un sillon. Et donc du coup, Herbert, lui, il est contre ça. Il est dans une vision se méfier des gens providentiels. Et justement, pour lui, il le cite d'ailleurs très bien, le pire président des États-Unis, c'est John Kennedy, parce que il était tellement populaire qu'il pouvait tout faire, notamment la guerre du Vietnam et autres. Et que le meilleur président des États-Unis, c'est Richard Nixon, parce que justement, on a pu voir son vrai visage. Donc l'affaire du Watergate, le scandale et compagnie. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'en effet, Herbert est plutôt à droite au niveau des valeurs, mais son message est clairement anti-homme providentiel et se méfier en fait de ça. Et en même temps, je ne sais pas si Herbert est vraiment un vrai démocrate, mais ça peut-être il peut. Après, effectivement, aux États-Unis, il y a deux partis, il y a deux principaux partis qui sont les démocrates et les républicains. Les républicains qu'on a aujourd'hui sont très différents des républicains des années 50. En fait, dans les années 70 aux États-Unis, donc après Dune, il y a eu un renouveau religieux et qui a amené George Bush Jr. au pouvoir. Et Herbert, lui, c'est un républicain des années 40-50, c'est un républicain de l'Ouest. Donc en fait, certes, selon notre grille de lecture, il est à droite, mais c'est quelqu'un qui est très attaché aux libertés individuelles, par exemple. Et donc sa réflexion sur le danger dictatorial, c'est une réflexion qui est née à la fois de je pense qu'il y a un écho de cet ancrage républicain, c'est aussi un écho de sa participation, pourrait-on dire, à la Deuxième Guerre mondiale, où il va passer par le service de communication des armées, où il a la possibilité de voir les informations allemandes, y compris des informations allemandes qui sont à destination du public anglophone, parce qu'on oublie qu'il y a eu, dans une petite partie, mais pas si négligeable que ça, de la population américaine dans les années 30, une tentation nazie, en fait. Et donc Herbert il finit par être persuadé qu'il y a toujours un danger dans toute société de s'en remettre à un homme providentiel. Après, au cours d'une discussion qu'on avait hier, il y a quelque chose qui m'est revenu, c'est que, enfin on m'en a fait la remarque, et donc après ça m'est revenu, c'est que
En fait, le monde de Dune n'est pas un monde démocratique. C'est-à-dire c'est un monde dans un univers très très lointain, mais qui est un monde aristocratique, qui est très inspiré du monde de la Renaissance, avec des grandes maisons, des princes qui sont formés, mais qui restent des princes. Et donc, ce que montre le roman, c'est certes un risque de basculement vers l'autoritarisme, vers la dictature personnelle, mais pas de la démocratie vers un système autoritaire, mais d'un système aristocratique vers un système autoritaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas quand Herbert est choqué par le basculement de l'Allemagne dans la dictature, c'est pas le côté démocratique de Weimar qui il n'est pas choqué parce que Weimar serait une démocratie qui bascule dans la dictature, il est surtout choqué parce que l'Allemagne est un pays extrêmement éduqué et c'est le basculement de personnes éduquées vers la soumission qui l'impressionne en fait et qui le terrifie. Et il voit son roman comme une sorte de système d'alerte. Il travaille très très longtemps sur cette idée. C'est un roman qui est ruminé pendant plus d'une dizaine d'années. Et il ressent aussi, des années après, un profond dépit qu'il exprime dans la fin de sa vie sur le fait que son roman je pense à une conférence qu'il a donnée devant les étudiants de Berkeley en Californie, où les étudiants en fait sont fascinés par Paul, trouvent que c'est un fantastique héros. On a l'impression qu'ils veulent tous être Paul. Et on voit Herbert qui est complètement défait par cette situation où il a l'impression qu'il a raté en fait le coche. Mais et si je peux rentrer sur le détail, puisque tu parlais du mythe du héros, en fait, dans les années 40, il y avait un autre Campbell, très connu, qui était Joseph Campbell, qui était un professeur d'université qu'on qualifierait aujourd'hui, on dirait que c'est un mythologue, c'est un spécialiste des mythologies comparées, et qui publie un livre qui a appelé à un immense succès, qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. Donc on est à la fin des années 40. Le héros aux 1000 visages, c'est un ouvrage qui compare les différentes mythologies, où qu'elles soient, et dit elles reposent toutes sur la même structure. Un héros qui reçoit l'appel du héros, le refuse, puis finalement l'accepte, part dans une péripétie, tue un dragon et revient sauver sa société. Et ce mythe qu'on appelle parfois le monomythe, ça serait le mythe qu'il y a dans tous les grands mythes, où qu'ils soient. Alors, il faut voir que cette théorie a été assez vite battue en brèche par les anthropologues, les historiens, qui expliquent que ça n'est pas vrai, c'est une sorte de simplification grossière, sauf que même si ce mythe ne fait pas fortune à l'université, il va faire fortune à un endroit très particulier et important pour Herbert, c'est à Hollywood et dans la culture populaire. Et donc il y a beaucoup de films dès les années 50 qui s'inspirent de ces textes-là, beaucoup de séries télé qui s'en inspirent, et il y a deux grands auteurs de science-fiction qui vont avoir une réflexion très poussée sur Campbell, et sur cette idée de Campbell. C'est d'un côté Frank Herbert, et de l'autre côté Ursula K. Le Guin. Mais les deux vont être des critiques du monomythe, donc de cette construction du héros par étapes fixe, mais vont en tirer des préceptes esthétiques sur leur propre démarche complètement opposés. C'est-à-dire que vous allez avoir Herbert qui va dire, et peut-être que c'est parce que Herbert, ayant un tout petit peu approché la communication politique, a une forme de profond réalisme sur la communication, ce réalisme qui consiste à dire il ne faut pas traiter les gens comme on voudrait qu'ils soient, mais il faut les traiter comme ils sont, en s'appuyant sur leur manière de fonctionner. Herbert se dit on va reprendre le monomythe. Je vais créer l'usage parfait du monomythe. Paul Atreides, sa construction, c'est toutes les étapes du héros méthodiquement prises chez Campbell. Et après, je vais détruire ce héros. Et donc je vais montrer que même le meilleur d'entre nous, s'il est paré de toutes les qualités, ne doit pas avoir le pouvoir suprême. Que le pouvoir suprême ne doit jamais être aux mains d'une seule personne. Ça, c'est l'approche de Herbert. Et l'approche de Le Guin, c'est de dire, en fait, il faut changer la manière de raconter les histoires. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit
un héros tout seul. Il faut donc que ce soit une odyssée collective. Il ne faut pas que ce soit nécessairement un homme. Ça peut être un homme, mais il faut évacuer les valeurs virilistes qui peuvent se trouver dans le mythe de Campbell. Il faut que sa péripétie ce soit pas nécessairement une péripétie violente, c'est-à-dire sauver le monde ne doit pas toujours passer par aller tuer quelque chose. Et à la fin, il ne faut pas que ce soit toujours un retour du héros qui dit « je vous ai tous sauvés, bande de nazes, sans moi vous serez rien ». Et en fait, les deux auteurs, en fait, qui ne se sont jamais rencontrés, qui détestaient l'œuvre l'un de l'autre, et le disaient publiquement. Alors il faut voir que Le Guin, c'est plutôt une démocrate de la côte ouest, et Herbert, donc un républicain de la côte ouest, donc ils se méprisent cordialement. On ne sait pas vraiment s'ils se sont vraiment lus sérieusement. On sait que Le Guin a lu et détesté Dune, et Herbert, on sait qu'il déteste Le Guin, on ne sait pas vraiment s'il l'a lu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Le Guin, elle va construire des récits qui, en termes de fonctionnement, sont très différents de ceux de Herbert, et d'une certaine façon, leur sens est apparu. Alors que Herbert est arrivé à une sorte de contre-finalité en raison d'un axiome assez connu qui est que les moyens deviennent toujours les fins. C'est-à-dire le réalisme de Herbert, c'est de dire tous les moyens sont permis, donc si je veux obtenir ma fin, c'est-à-dire l'éveil des consciences, je vais passer par les mêmes moyens que mes adversaires, voilà, c'est-à-dire le culte le monomythe, le culte du héros, sauf qu'à la fin, une grande partie des lecteurs-lectrices vont retenir simplement l'aspect héroïque de Paul Atreides. Et voilà, c'est intéressant de les comparer parce que en fait, Dune sort en 65 en anglais, et le premier roman de Ursula K. Le Guin sort en 66. Et on voit les points communs dans les deux, parce que dans les deux, c'est des voyageurs qui arrivent sur une nouvelle planète, qui sont en contact d'une population jugée comme un peu primitive, une population qui est envahie par une autre population, donc il faut aider d'une certaine façon. Mais d'un côté, le héros de Herbert prend le contrôle de cette population, certes en se mettant à leur niveau, mais en leur prenant le contrôle, alors que chez Le Guin, ça reste un personnage qui est plus un personnage d'observateur ou de gardien, et pas un personnage de leader. Ok. Tu nous as amené bien loin, là, excusez-moi. Et mon surnom, c'est Wiki Dave. Voilà. Bon, une des raisons aussi, peut-être que ce livre ait aussi bien traversé les périodes, c'est le fait qu'il est quand même... il y a quelque chose de très réussi dans ce livre, c'est en tout cas... comme tout sur Dune, le MOOC en décrit la gestation, c'est que Herbert a réussi quelque chose d'assez parfait, c'est-à-dire de mettre ce livre, de produire dans ce livre une synthèse d'énormément de choses de lui-même, de ce qu'il avait appris, de ce qu'il avait pratiqué, du fait qu'il il avait approché les arcanes de la politique, ce qui a permis de faire une intrigue politique qui tient la route. Il avait, le détail tout con, la fascination qui était venue pour les dunes, parce qu'il avait fait un reportage d'urbanistique, quasiment sur des territoires dunaires. Son propre vécu de quelqu'un qui a grandi à l'ombre d'un héros, etc. Il est arrivé dans ce livre à synthétiser tout un tas de choses, de pensées, sa fascination pour l'Orient, pour Laurence Arabi, sa lecture de T.S. Eliot, etc. Est-ce qu'il avait vu le film de Lean, en fait ? Oui, on pense qu'il a vu le film de Lean, qui était le blockbuster, hein, c'était le Dune des années 60, quand le Laurence d'Arabie sort avec Peter O'Toole. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que David Lean a été approché pour faire Dune. À un moment donné, avant le projet Jodorowsky, le producteur de La Planète des Singes souhaitait adapter Dune, et il avait pensé à David Lean. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le film de Denis Villeneuve, quelques critiques ont fait des parallèles entre la façon de faire de David Lean et la façon de réaliser de Denis Villeneuve. Donc finalement, c'est assez rigolo qu'on a pensé évidemment à celui qui avait magnifié le désert avec Laurence d'Arabie, que je recommande à tout le monde de regarder. Et du coup, comment est-ce que cette synthèse, cette fusion que Herbert a, à mon avis, à peu près parfaitement réussi, comment lui l'a décrite ? Comment il décrit son travail ? Comment il a pu décrire cette période ? C'est une période d'écriture assez longue, si je me souviens bien, c'est 5-6 ans, non ? C'est ça. Je pense qu'après, David va revenir sur les 200 romans qui auraient inspiré Dune. Ce qui est intéressant sur ce côté syncrétisme
Et c'est ça, en fait, la force de ce livre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il vieillit aussi bien. Et c'est aussi pour ça que le film sort au bon moment. C'est qu'on analyse, c'est vrai que Dune fait écho et fait référence à de multiples choses. Et du coup, il y a Herbert, il va synthétiser un peu sa propre pop culture à lui. Et sa propre pop culture de son époque. Donc on a du Laurence d'Arabie, on a du Shakespeare, on a plein de références avec des choses qui lui font écho. Et quand on regarde bien, si on regarde la pop culture actuelle, on est dans une époque qui adore, qui syncrétise tout et auquel il y a des références sur des références. Et ça, c'est intéressant et c'est pour ça que moi je trouve que Dune continue à très bien vieillir et que c'est marrant que le film sort en ce moment parce que même dans le travail de Denis Villeneuve, qu'on voit certaines séquences qui sont comme des tableaux, on peut faire écho à d'autres types de pop culture ou même à l'actualité. Par exemple, la séquence avec quand le baron Harkonnen mange devant son cousin, on a l'impression de voir Néron en train de manger. Le cousin est comme une statue grecque et en même temps, le fait de le voir nu avec la barbe, ça peut faire écho à la photo de Che Guevara qui est mort. L'image où Raban décapite des gens avec les palmiers qui brûlent, ça fait penser à l'État islamique. Il y a plein de séquences comme ça, en fait, qui peuvent faire écho à soit notre actualité, soit à des choses dans notre inconscient. Le moment où le baron se touche la crâne, évidemment, c'est une référence à Apocalypse Now, qui est un des films préférés de Denis Villeneuve. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que la force de ce roman, c'est que ça synthétise beaucoup de choses et qui se réactualise au fur et à mesure des décennies et en fonction de la culture des uns et des autres. Et que finalement, le film joue aussi avec cet aspect-là et avec aussi de multiples références que après le spectateur de 2020 peut voir ou ne pas voir. Peut-être David peut parler de l'inspiration d'Herbert et de son bouquin. Disons que l'ouvrage Tout sur Dune, c'est un ouvrage collectif et collaboratif dans lequel il y a plus de 60 contributeurs, donc avec des sensibilités différentes, des formations intellectuelles différentes, des sensibilités très différentes. Et en fait, c'est actuellement le plus gros livre francophone sur Dune, mais en travaillant dessus, on se rendait compte que c'est presque le début ça ouvre des portes de recherche qui mériteraient d'être poussées et développées. Et quand on fait des recherches sur un auteur, généralement, un moment où cette recherche s'accélère, c'est le moment où on a accès à ses archives. Il faut voir que les archives de Frank Herbert ne sont pas accessibles. Elles sont possédées par son fils. Son fils dit les utiliser pour écrire ses continuations de Dune, qu'il coécrit en fait, avec un autre écrivain. Et en fait, on n'a pas accès en fait, aux archives de Herbert, ce qui est un peu frustrant parce que très régulièrement dans des entretiens, il dit pour écrire Dune, j'ai eu besoin de 200 livres, je les ai tous lus. Et il y a même un entretien qu'on a en audio où il y a une photo. Et en fait, il fait un mouvement et derrière lui, il y a les livres. Sauf qu'on a essayé de zoomer sur la photo, on n'a pas réussi à identifier le livre. Donc, quand on fait des recherches et qu'on se dit ah, ça me fait penser à tel texte, très souvent, il faut à chaque fois qu'on se demande est-ce que je suis en train de spéculer ou est-ce que vraiment je peux prouver qu'il avait lu tel texte. Il y a des références qui sont très faciles à déceler. C'est les réécritures de Shakespeare qui sont très présentes parce qu'en fait, on sait que, étant un Américain qui a été éduqué dans les années 20, les années 30, il est né en 1920, nécessairement, il a dû, au lycée, lire beaucoup de Shakespeare, qui est vraiment... en fait, Shakespeare n'a pas d'équivalent en France, c'est-à-dire que quand on est au collège ou au lycée en France, on passe par Molière, Corneille, Racine, mais Shakespeare, pour les anglophones, notamment les Américains, c'est plus que l'addition de ces trois auteurs. C'est le créateur de la langue anglaise moderne, c'est le créateur... Enfin, voilà. Donc, par exemple, Dune, c'est une réécriture d'Hamlet. Donc, la fin opératique de Dune, que je ne dévoilerai pas, c'est une réécriture de la fin d'Hamlet. Il y a des réécritures de Macbeth. Alors, c'est pas simplement parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Duncan dans le roman, comme il y a un Duncan dans Macbeth, mais c'est aussi parce qu'il y a des sorcières, des prédictions et des prédictions qu'on cherche à contourner. En fait, en cherchant à les contourner, on se rapproche d'elles. Il y a aussi une réécriture d'Othello, le personnage du docteur Huey, en fait, avec cette histoire de femmes, de tromperie, enfin tout ça. Alors ça, pour le coup, pour ceux qui ont vu juste le film, c'est un peu évacué parce que je pense qu'un des
un des bons choix de Denis Villeneuve, c'est pour réussir à bien adapter Dune, c'est d'avoir coupé des lignes narratives. Et donc, la ligne narrative du Dr. Yue a été vraiment coupée. Voilà. Enfin, pas complètement, mais presque complètement. Il y a aussi le personnage de Gurney Halleck, qui est un écho de Puck, un des personnages du Songe d'une nuit d'été. Donc ça, on peut les repérer, ces références. Après, il y a des références plus difficiles, et il y a des références qui sont aujourd'hui des références que nous n'avons plus, parce qu'on oublie que on a tendance, nous, à faire des reconstructions, de se dire on regarde la littérature du passé à partir des chefs-d'œuvre qui nous sont parvenus. Sauf qu'on oublie que de leur temps, les chefs-d'œuvre, ce n'étaient pas nécessairement des chefs-d'œuvre. Il y avait des œuvres qui étaient des immenses succès en librairie qui ont disparu. Et notamment, il y a toute une littérature dont on sait que Herbert la connaissait parce qu'il la commente, il a écrit dessus. Dans les années 50, il y a il y a beaucoup de textes de psychologie qui sont publiés. Et il y a surtout cette idée que la prochaine frontière, c'est pas vraiment l'espace, c'est pas nécessairement la robotique, c'est les pouvoirs de l'esprit humain. C'est-à-dire que la vraie victoire, ce sera le moment où on utilisera toute la puissance de l'esprit humain. Et en fait, il y a plein de textes que nous, avec nos critères, on juge complètement farfelus, mais qui étaient très à la mode dans les années 50, que Herbert a lu, et qui sont sans doute les textes qui l'ont inspiré pour la voix des Bene Gesserit, qui est ce pouvoir de commander par la puissance et la maîtrise de la voix. Voilà. C'est d'autant plus important de faire ce genre de recherche parce que ce qui est intéressant, on en a parlé avec pas mal de fois avec David, c'est qu'on se rend compte que quand le film sort ou quand le roman est redécouvert, beaucoup de gens ont leur propre vision de l'œuvre. Et en fait, quand on fait des recherches, ça permet un peu de démystifier beaucoup de choses. Par exemple, la question sur le messianisme, la question sur l'islam, la vision de l'islam de Frank Herbert dans les années 60, en 65, ça n'a rien à voir avec notre vision de l'islam de 2020. Le mot djihad en 65, personne ne sait ce que c'est, quoi, plus ou moins. Maintenant, en 2020, on sait tout ce que c'est. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent un peu de démystifier, de pas aussi de pas dire ce que le texte ne dit pas. Par exemple, moi, dans les anecdotes d'articles qu'on m'a proposés, on en a un, on a proposé un, et plusieurs m'en ont parlé d'ailleurs, en disant le parcours de Paul, c'est le parcours initiatique d'un franc-maçon. Donc il y a deux personnes m'en ont parlé, dont une qui m'a proposé un article dessus. Donc évidemment, j'ai posé la question s'il était franc-maçon pour me demander ça, et oui, en effet. Et en fait, j'ai regardé le bouquin donc la biographie de Brian Herbert, qui est en fait la biographie en anglais, qui nous permet de tout savoir sur Frank Herbert. Et j'ai vraiment bien regardé, je l'avais déjà lu. Il n'y a aucun écho en fait à la franc-maçonnerie dans le livre. Ça veut dire qu'on ne sait pas si Frank Herbert connaissait ou s'est intéressé à. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est un roman, et c'est ça sa force aussi, que beaucoup de gens peuvent interpréter aussi à leur manière et qui veulent mettre des choses dessus. Ce qui fait la qualité aussi d'un bon texte. Là, récemment, j'étais beaucoup interviewé sur Dune. C'était assez rigolo. J'étais interviewé par L'Incorrect, qui est un magazine plutôt d'extrême droite, et qui m'ont demandé si Herbert ne voulait pas parler de l'écologie punitive en lien avec l'écologie punitive de maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros travail qu'on fait, notamment avec les médias, qui est de beaucoup démystifier en fait ce que voulait dire l'auteur, alors qu'en 65, l'écologie punitive, voilà, on n'en est même pas là du tout, quoi. Donc ça, c'est intéressant, et ce qui est super, c'est de dire que c'est quand même un roman qui continue à toujours questionner la société actuelle. Donc c'est ce qui fait aussi que ça vieillit et que ça continuera à bien vieillir. C'est un roman, en fait, c'est clairement un des aspects les plus fascinants de ce roman, parce que sans être écologiste, c'est un roman qui est écologique, qui s'est vraiment posé la question de l'écologie, de l'écosystème de son roman. En fait, la force d'Herbert, c'est d'avoir décrit le système des Fremen qui ferait penser à un espèce de grand jeu de rôle maintenant. C'est-à-dire que c'est tellement travaillé, tout le travail, toute la réflexion autour du mode de vie des Fremen qui préserve l'eau, que tout ça fait qu'en effet, c'est vraiment un grand roman. Il y a ce côté écologique qui remonte à fond, parce que c'est vrai qu'entre un univers où il n'y a plus de technologie, donc la décroissance technologique, la richesse et l'importance de l'eau avec les Fremen qui conservent chaque goutte d'eau, tout ça qui à l'époque était très nouveau, maintenant fait forcément écho à notre actualité. Par contre, il y a quelque chose qui me surprend, et je pense que c'est un point où on peut évoquer, faire un parallèle et voir les endroits où diverge le film de Villeneuve et le livre de Frank Herbert, Dune. Il y a quelque chose qui m'a surpris et, pour tout dire, moi, m'a un peu déçu dans l'interprétation de Villeneuve, même si je trouve que c'est une
bonne interprétation, c'est qu'il fait complètement l'économie, en tout cas dans cette première partie, du djihad luthérien. Alors j'entends bien que c'est difficile de vendre à Hollywood un pitch avec le mot djihad en ce moment dedans. Ceci dit, tout cet aspect de rejet de la technologie, de rejet des technologies computationnelles et des ordinateurs, des intelligences artificielles, c'est visiblement quelque chose que Villeneuve va choisir de laisser de côté, on a l'impression. Alors en fait, moi j'ai pas mal travaillé avec la Warner sur les 2 projets de livres, et c'est vrai que le terme djihad a été totalement retiré de l'adaptation cinématographique, et c'est une vraie volonté, hein. C'est théorisé par la Warner, on n'utilisera pas le mot djihad, je pense, de toute la saga, on va utiliser le mot crusader, donc croisade, mais le terme djihad n'est pas utilisé. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, donc quand j'ai interviewé Denis Villeneuve, j'ai envoyé mes questions évidemment à la Warner pour qu'ils puissent checker et puis valider. Et les 2 questions qu'ils ont virées, c'était une sur le lynch et une sur le djihad, notamment. Donc ce qui est intéressant, c'est que même quand j'ai interviewé, je pose une question d'ailleurs sur la religion la question religieuse dans le bouquin de Herbert et comment lui il va en parler, il me répond en 3 mots. C'est la rare question où finalement il élude un petit peu. Bon, c'est assez malin, mais il élude un petit peu. Et je pense que dans le cas d'Hollywood, là on est plus sur des problématiques de marketing et de sortie cinéma, où le terme djihad, après tout ce qui s'est passé, ça reste très compliqué de l'utiliser. Alors, on verra bien la suite, parce que l'idée quand même de Denis Villeneuve, là il parle de faire un 3e film qui serait le basculement entre Dune et le Messie de Dune. Donc c'est là où on verra ou pas s'il y a ce fameux basculement. Et ça va être intéressant de voir jusqu'où iront les adaptations. Puisque finalement, quand on y pense, le chemin de Paul Atreides est très inspiré par le parcours de 2 figures religieuses, de 2 prophètes entre guillemets religieux, qui est Jésus et qui est Mahomet. Au niveau, donc pareil, moi je l'avais dit pour rigoler à la Warner à la première rencontre, quand je leur ai dit que finalement Paul Atreides c'est la métaphore du prophète Mahomet sur son chemin et son parcours. Je vous dis pas la gueule des chargés de publicité et de marketing qui vous regardent avec le visage, voilà, comment on va faire. Donc je pense que d'ailleurs c'était tout l'enjeu de ce film. Et pour avoir beaucoup travaillé avec la Warner, j'ai vraiment vu qu'à quel point ça a été difficile pour eux d'anticiper ou pas le succès. La première question qu'ils m'ont posée quand on s'est rencontrés, ça a été: vous pensez que le film va marcher ou pas? Très sérieusement. Parce que je pense que vendre un film comme Dune, on ne le vend pas comme un Harry Potter ou comme un DC. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que le mot djihad a été vraiment sciemment retiré. Et alors, je ne parlais pas tant en fait du mot djihad, même si c'est très intéressant, mais c'est le côté. Il y a quand même un truc un peu technophobe dans le bouquin de. Tout à fait. Et ça, j'ai l'impression que Villeneuve ne veut pas l'entendre. Je pense ne veut pas en parler. Ils n'ont pas du tout travaillé cet aspect-là de l'univers. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ont éludées. Je sais pas si alors peut-être on le verra avec la série qu'ils veulent faire en parallèle sur le Bene Gesserit, mais en tout cas, tout le côté décroissance technologique et anti-technologie, ils l'ont pas du tout développé dans le premier épisode, et on verra s'ils le développent avec le deuxième, mais ça m'étonnerait. Déjà, on parle pas du tout des atomiques. Dans Dune, il y a des atomiques, il y a des armes atomiques. On n'en parle pas du tout dans le film. Après, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'il y a, en gros, il existe des rushs. Bon, c'est le truc maudit, hein, mais comme d'hab, quoi. Il existe des rushs et il y a beaucoup de scènes coupées qui n'ont pas été mises dans le film. D'ailleurs, des séquences qu'ils avaient vendues à la presse, notamment une séquence où Duncan Idaho doit arriver en plongée sur Arrakis. Donc ça devait être un truc hyper impressionnant, il l'a coupé. Gurney qui joue de la balisette, il l'a coupé. Donc je pense, à ce sens d'ailleurs dans le film, il y a des séquences qui ont été coupées, et on verra ou pas s'ils font une version un peu longue, comme c'est à la mode de faire maintenant, si on verra plus de choses sur l'univers, sur la décroissance, sur UE, et d'autres séquences qui font le lien. Mais oui, c'est pas l'idée. Et même c'est vrai que la Warner voulait, ça faisait partie de leur appel d'offres, c'est de dire c'est un film écologiste. Quand on voit le premier film de Dune, pas réellement. C'est vraiment dans le deuxième, je pense, qu'on va découvrir la culture Fremen. Peut-être qu'on va découvrir l'ampleur de ces questions-là. Mais cela dit, il y a un autre aspect technologique qui est présent dans le roman et dans le film de Lynch et qui n'apparaît plus beaucoup chez Villeneuve, c'est que si l'épice de Dune est si importante, c'est qu'elle aide le voyage intersidéral. Sans épices, on est tous en rade sur nos planètes et on peut pas voyager. Là, dans le film de Dune, le film de Villeneuve,
on voit qu'il y a un voyage qui s'est fait, mais les opérateurs du voyage, qui sont les gens de la guilde, qu'on voit beaucoup chez Lynch, ont été coupés au montage chez Villeneuve. Alors, moi, ma question, de toute façon, c'est... Je ne suis pas sûr, David, parce qu'il me semble bien que quand l'envoyé de l'Imperium arrive sur Caladan, il est accompagné par quand il descend du vaisseau, il est accompagné par des gens qui sont dans un scaphandre avec des vapeurs rouges derrière la visière. C'est ça. Donc je pense que c'est le seul plan sur eux. C'est le seul plan sur eux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas, à l'inverse d'un. Mais par contre, c'est vrai qu'il fait l'impasse sur la fonction de l'épice. À l'inverse, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il se construit au contraire du Lynch, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. En même temps, il fait référence au Lynch et référence au projet Jodorowsky, notamment l'ouverture du film du Denis Villeneuve. C'est quoi? C'est Chani qui raconte en voix off les enjeux, comme ce que racontait Iroulan dans le Lynch, dans le Lynch sur un plan fixe. Et c'est vrai que tout le côté géopolitique réellement est baladé très très vite. Et je pense que c'est aussi, je crois qu'il y a eu aussi cet enjeu pour Denis Villeneuve, ça a été aussi de prendre vraiment de grandes distances avec l'adaptation de David Lynch. Pareil, la seule demande de la Warner qu'on a travaillé ensemble, c'était de ne jamais mettre ensemble sur une même page des images du Lynch, des images du Villeneuve. Il y a une volonté de ne jamais se référer au film de Lynch qui était considéré comme maudit, et donc Dune était, avant Denis Villeneuve, était considéré comme une franchise maudite au cinéma. Cela dit, un tout petit point de détail sur la question de l'écologie. Je pense que parfois, alors c'est vraiment un point de détail, mais je pense qu'en France, on a parfois une perception. Il y a quelque chose qui nous échappe souvent, c'est qu'en fait, en France, à droite, on a des courants réactionnaires, mais on n'a pas de courants conservateurs comme on peut les avoir en Grande-Bretagne et notamment aux États-Unis, c'est-à-dire des courants que, à certains égards, on peut classer à droite, mais qui ont une forme de sens écologique parce qu'ils sont attachés à la conservation de la nature. Et chez quelqu'un comme Herbert, c'est un républicain, mais par exemple, je pense que les Français ne le perçoivent pas, mais l'attachement aux parcs nationaux aux États-Unis, c'est quelque chose de très important. C'est comme l'attachement à l'équipe de foot en France, quoi. Ça a quelque chose qu'on trouve sur un spectre politique beaucoup plus large. Ce qui fait que vous pouvez être républicain et être très attaché à des formes de productivisme dans les années 50, et parallèlement, vous êtes très attaché au fait que les parcs nationaux, c'est un trésor de la nation américaine qu'il faut préserver, et donc c'est une forme de réflexion écologique, en fait. Et donc, vous parlez, ça fait plusieurs fois que vous parlez de vos approches de la Warner, des contributeurs à la revue, tout ça. Donc, comment est né ce projet de faire ce MOOC énorme de 300 et quelques pages, très très dense? C'est vrai qu'au début, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Il y a eu plein de choses. Il y a eu il y a une forme d'opportunisme médiatique, de se dire qu'il allait avoir un film Dune qui allait sortir et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait une envie professionnelle. Donc moi, je suis pigiste, donc journaliste freelance. Donc il y avait une envie de pouvoir prouver et de faire mes preuves sur un projet que je menais de A à Z. Et moi, le fantasme était d'arriver à faire un beau livre, une revue, donc un MOOC, dans un peu comme America, ou comme la revue 21, mais c'est de le faire pour un classique de la SF. J'avais eu des expériences de hors-série. J'avais fait un hors-série sur la science-fiction que j'avais aidé, j'avais écrit pour Le Point. Et en fait, l'anecdote, je la raconte rarement celle-là parce que je l'ébruite assez rarement, mais en fait, la vraie histoire, et David on faisait déjà partie de cette histoire. En fait, il y a eu donc ce fameux hors-série. On m'a demandé d'écrire un article, donc un 4 pages sur Dune en 48 heures. Un journaliste avait fait un article nullissime sur Dune, et donc on m'avait dit en fait moi j'étais un peu le sous-fifre, quoi. On n'allait pas vers moi directement, et donc là tout le monde est en galère et on m'appelle et on me dit l'article est nul, t'as 48 heures pour le sauver. Et c'était la première fois que je faisais un 4 pages pour un hors-série, donc un 4 pages papier. Dans le fantasme journalistique, ça y est, quoi, c'est le truc, voilà. Donc j'avais pas retouché Dune depuis, je pense, mes 14 ans. Donc ça faisait presque 15 ans que j'avais pas touché le roman, quoi. Et donc en 48 heures, je ne fais que ça. Ça a été genre le marathon de
comment tu résumes Dune et comment tu dis qu'il faut le lire en 48 heures sur un 4 pages. Et donc je fais appel à plusieurs personnes pour les interviews, dont David, dont Laurent Genefort, qui est aussi auteur de SF, dont aussi un Dunien qui s'appelle Anudar. Et donc je fais ce 4 pages-là, qui est un peu, pour moi, c'était un accomplissement personnel d'avoir réussi à tenir les délais. Et en plus, je vais être publié donc sur Dune. Voilà, bon. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, il y a un film qui va sortir en 2020. Le papier sort, et quel plaisir j'ai de voir, c'est que mon nom n'est pas dans l'article. Donc, en fait, c'est le journaliste qui avait fait un article nul qui se retrouve, qui a signé. Et donc, par lâcheté, mes chefs, pour pas se brusquer avec ce journaliste-là, ne lui ont pas dit. Et donc, en fait, en gros, je me retrouve faire le ghostwriter, quoi. Donc, je suis payé pour avoir écrit les 4 pages, mais mon nom n'apparaît pas. Et je dois faire la promo de la revue. Les gens ont dit que l'article était très bien. Et les gens ont dit que l'article était très bien. Donc, à ce moment-là, il y a une forme de, il y a une forme de revanche. Et dans le fond, profondément, le MOOC Dune, quand je suis allé voir tous les chefs du Point avec le hors-série et que je leur ai offert à tous, personne n'était dupe. Et du coup, il y avait aussi ce truc de revanche personnelle vis-à-vis de cette aventure-là. Et ça a été une super... En fait, moi, j'aime bien ce truc-là de se dire, entre guillemets, un grand mal est toujours suivi d'un grand bien. Ça veut dire que, bon, il vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous en faites, quoi. Et donc, du coup, ça a été un peu un moteur. Et puis, il y avait une vraie envie d'arriver à prouver que c'était possible de révolutionner un peu des choses dans le petit milieu de la science-fiction et de la fantasy en termes éditorial. Et donc, du coup, il y a eu toute cette aventure qui a commencé. Et puis, je voulais que ce soit un truc un peu mégalo, parce que Dune, c'est mégalo. C'est un peu ma vision de Dune. Il faut que ce soit mégalo, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dedans, il faut qu'il y ait 60 contributeurs, des illustrations inédites, la Warner, Denis Villeneuve, Jodorowsky. Et donc, tout ça s'est matérialisé grâce quand même heureusement, à des contributeurs sur Internet qui ont gentiment donné de l'argent pour permettre ce projet-là. Certains peut-être sont présents dans la salle et je les remercie vraiment d'avoir contribué, puisqu'en fait on a récolté 120 000 euros et les 120 000 euros ont été utilisés dans ce projet. 120 000 euros, c'est beaucoup dans l'édition. C'est-à-dire que moi au début je pensais que ça allait coûter 40 000 euros, on avait fait 2 éditeurs étaient là-dessus, mais on pensait jamais que ça nous coûterait aussi cher. Après, le succès a été au rendez-vous, ce qui fait que l'idée était de réunir un peu les Avengers de la SF, donc d'avoir des superstars dans leur domaine, fans de Dune, qui parlent de Dune. En plus, on surfait sur l'arrivée du film, la Warner donnait des images. Et puis, il y avait cette idée de réunir aussi les fans de Dune, vraiment, qui ont été un peu maltraités pendant des années, des décennies, à pas avoir de super film qui sort, à être un peu laissés de côté, parce que le fandom Dune est tout petit. Hein. Les fans de Dune, on n'était pas du tout dans un cas comme... Harry Potter, comme Le Seigneur des Anneaux, comme d'autres franchises qui avaient des espèces de super fandom ou Star Trek qui étaient constitués. Donc il y a eu aussi ce côté de créer une aventure collective. Et ça a été une véritable aventure collective. Et ce qui a été intéressant, c'est que le livre est sorti au bon moment, la presse en a beaucoup parlé. Et puis le fait que Denis Villeneuve vienne en France parler du film, fait que ça a beaucoup aidé. Et puis il est dedans. J'ai reçu un message de Denis Villeneuve, donc... Du coup, il y avait aussi ce truc de la boucle est bouclée. Monsieur Denis Villeneuve valide le travail. Donc, il y avait aussi vraiment ça qui était important. Et ce qui est chouette, c'est que c'est possible, en fait, de créer des revues comme ça et d'avoir un succès éditorial. Chose qui n'était pas forcément gagnée. Et du coup, ça montre bien qu'il y a quand même une appétence pour qu'il y a des lecteurs, en fait, de SF qui sont OK et qui sont d'accord d'avoir un beau livre qui va analyser et qui va intellectualiser un classique d'un genre qu'ils aiment bien. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce format-là, c'est des choses... on a eu des auteurs américains, enfin, pas des auteurs, mais des gens américains qui l'ont acheté, des fans, qui ont commencé à le faire traduire à d'autres Américains, donc hyper intéressant. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que de ce genre d'ouvrage, ils n'ont pas ça aux États-Unis. Souvent, c'est des ouvrages copyrightés, donc le studio va faire un beau livre, tout est validé par le studio, et nous, le fait de proposer, on va dire, une analyse intellectuelle et littéraire, tout en racontant l'histoire et les coulisses de Dune, c'est des choses qui ne se font pas du tout en termes de propositions éditoriales. Surtout que, en fait, toi, tu as eu carte blanche pour être critique sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on a quand même mentionné très très librement l'homophobie de Herbert. Si c'était un livre sponsorisé, on n'aurait pas pu faire ça, en fait. On a été sauvé par la barrière de la langue. C'est-à-dire que la Warner USA a validé le projet et a vu le livre et est très content. Mais je pense que heureusement, il ne lise pas le français, quoi. Donc, et la Warner France a été très très... n'a jamais regardé le projet. C'est ça qui est dingo. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà travaillé avec Disney, Marvel Disney.
La couverture, même pour un journal comme Le Point, ils peuvent décider ou pas si on met cette couverture-là. Donc c'est pour vous dire un peu le délire. Donc quand moi je dis que Warner n'a jamais ouvert le livre juste un mois après sa sortie, c'est des choses qui laissent vraiment rêveur. Mais ce qui a permis en fait une grande liberté de ton et ce qui fait que ça a plutôt bien fonctionné. Mais ce qui est intéressant, et c'était ça aussi cet enjeu de ce projet, c'était que quand même, sans le numérique, sans le crowdfunding, c'est très très compliqué dans un monde de l'édition française de proposer ce genre de projet. Là, suite à ce succès, j'ai rencontré 8 éditeurs qui sont venus me voir en me disant on veut que vous fassiez ça chez nous, qu'on leur dit que ça va leur coûter entre 100 à 120 000 euros. Il n'y a plus personne souvent. Et qu'en fait, parce que le projet, entre guillemets, il est rentable, évidemment, mais que ça peut faire aussi peur en termes de 60 contrats, quoi, quand même. Hein, ça veut dire plein de choses très compliquées et très lourdes. Et c'est vrai que ça a été intéressant parce que du coup, même s'il y a un succès comme ça, finalement, on voit que c'est toujours aussi compliqué si je veux faire un deuxième livre, puisque l'idée va en faire un deuxième, mais sur une autre œuvre, un autre classique de l'ASF, et pourquoi pas aller vers d'autres classiques tout court, d'autres genres, on voit que c'est toujours aussi compliqué. Donc c'est hyper intéressant, et en même temps, c'est des super aventures collectives, où quand même, il y a eu 60 personnes qui ont contribué. Le fait de pouvoir, en tant que pigiste, faire vivre des gens, c'est super. Le fait de bien payer les gens aussi pour écrire, c'est aussi super. Parce que quand vous êtes journaliste freelance, il y a des médias qui vous proposent des tarifs, c'est scandaleux qu'on connaît ces médias-là et le chiffre d'affaires de ces médias-là. Et du coup, ça a été hyper intéressant de se dire, on va créer quelque chose tous ensemble. Après, je travaille déjà sur le prochain, et il y a plusieurs pistes, mais j'aimerais bien retrouver la Warner et Denis Villeneuve, ou en tout cas la Warner me laisse carte blanche sur toutes ces franchises pour faire d'autres beaux livres comme ça. Donc ça, c'est aussi le côté un peu sympa, ça a été de travailler avec des gens qui ne connaissent rien du livre. Et la Warner, les budgets, c'est pas du tout pareil, quoi. Ça veut dire que gentiment, ils nous ont donné de l'argent, mais pour eux, c'est peanuts. Enfin, nous, c'est beaucoup, mais ça va être du genre, on va vous acheter 100 places, on va dit tout le tarif pour acheter 1500 livres. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, par exemple, le prix du livre, on n'a pas le droit de faire des ristournes comme sur la presse. C'est-à-dire qu'on peut faire 5% de ristourne, quoi, mais on ne peut pas non plus faire plus. Et du coup, pour eux, ils apprennent aussi comment fonctionne un bouquin. C'est-à-dire que souvent, ils nous ont dit on peut vous donner l'interview de Denis Villeneuve, pas de problème, sauf qu'elle va arriver le moment où vous imprimez, quoi. Et pour eux, ça pose pas de problème de se dire c'est pas grave, c'est comme la presse, quoi. Donc ça a été hyper intéressant aussi de travailler avec eux et de voir que ils ont aussi vu comment ça fonctionnait l'édition avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et du coup, c'était assez viable parce que même si on dit en effet que Herbert, c'était quelqu'un qui était forcément homophobe et qui était un père abusif, ce qui montre aussi bien les zones d'ombre de tout le monde et qu'il n'y a aucun problème. Même pour la Warner, un beau livre sur Dune qui analyse et qui fait un peu il y a un côté un peu intello. En France, en tout cas, ça rentre dans les canaux très clichés français. Nous, la Warner, ils nous ont vendu comme ça, en disant voilà, c'est des Français, ils veulent faire un bouquin intellectuel sur Dune, je pense que c'est bien, il faut soutenir. Et je pense que c'est comme ça que les USA ont dit d'accord. C'est tout. Enfin, c'est souvent on a. De toute façon, on va pas le lire. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, en fait, et pour l'anecdote, la responsable, celle qui s'est occupée de toute la stratégie marketing publicitaire du film Dune, avec qui j'ai bossé pendant 1 an et demi et 170 échanges de mails. À la fin, quand il y a eu le film, donc forcément, il y a l'avant-première, on se voit. Et je la regarde pour me marrer. Je lui dis, mais tu l'as pas lu, non, le livre? Elle me fait, non. mais avec un sourire aux lèvres, quoi, du genre. Non, pourquoi je le lirais? Et en fait, j'ai regardé, je me suis dit... alors, 4 remarques. Une remarque sur ces jours... On peut être un très bon comédien ou une très bonne comédienne et être une catastrophe en promotion. Il y a quelqu'un que je trouve qu'on a rencontré lors de l'avant-première, c'est Ferguson, c'est ça Rebecca Ferguson. Et elle était ces jours-ci, Dune, le film sort aux États-Unis. Et donc c'est Jessica. Donc voilà, c'est Dame Jessica. Je trouve que c'est une très bonne Dame Jessica. Après, on peut en débattre, mais voilà, c'est. Et elle était chez Stephen Colbert, qui a un show du soir. Et c'est une catastrophe en termes de promotion, parce qu'à chaque fois, elle dit qu'elle l'a pas lu, qu'elle le lira pas, qu'elle a commencé à le lire et qu'elle trouve ça nul. Et que de toute façon, la science-fiction, c'est pour les débiles. Donc, elle le dit littéralement, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun communicant qui lui dit qui coupe l'électricité du plateau, un truc comme ça pour arrêter. C'est sidérant. Deuxième remarque, il m'arrive de donner des cours en édition. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un projet de livre, généralement, on dit que c'est entre 5 000 et 35 000 euros. Donc, à 120 000 euros,
un peu au-delà de ce qui est réaliste en fait, et de ce qui est désirable. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est quand même autant l'aventure est magnifique, autant effectivement on peut pas. C'est une aventure qui est complètement hors norme. Donc je veux dire, si les éditeurs derrière sont frileux, c'est parce que la plupart des maisons d'édition on n'est pas un peu mettraient la clé sous la porte si On jamais est- ils se voteraient sur un On projet est à très 100 très 000 au-dessus. euros. C'est comme, mais c'est vrai, Lloyd l'a dit, c'est comme les projets de films sur Dune, c'est démesuré. Et après, deux autres petites remarques, mais en écho à ce que tu disais, c'est que la science-fiction, c'est un milieu de passionnés. Et les passionnés, en fait, ont toujours un rapport ambivalent au partage de leur culture propre. D'un côté, les fans de SF voudraient que tout le monde lise de la SF, mais pour que les autres lisent de la SF, il faut qu'ils se l'approprient, et donc il y a une dimension de dépossession toujours. Donc on sent ces allers-retours en permanence quand on travaille avec des fans, où ils se disent on a envie que tout le monde lise Dune, mais quand il y a des appropriations Dune qui nous plaisent pas, on n'est pas à l'aise. C'est pas propre à Dune, c'est tous les milieux comme ça de fans sur un sujet. Quand ce milieu de femmes n'est pas très attendu. Donc c'est quelque chose sur lequel qu'on voit aussi qui traverse le livre Tout sur Dune, c'est-à-dire il y a des articles de fans et des articles de gens qui ont découvert et adoré Dune mais qui ne se définiraient pas comme des fans. Et après, il y a aussi d'un point de vue éditorial, et c'est peut-être parce que Lloyd vient de la presse et pas de l'édition ou de la recherche qu'il a pu amener cet angle, c'est qu'il y a beaucoup de textes sur la culture populaire, mais on a l'impression que la manière dont ça s'est structuré dans le monde de l'édition, c'est selon deux axes. Soit on fait un livre sur la culture populaire, mais qui est très bête, en fait, très ras des pâquerettes, pas beaucoup d'analyse, voilà. Soit on va faire parfois des textes universitaires de qualité, mais où on sent que la référence à l'œuvre initiale est de l'ordre de l'illustration. Par exemple, je me souviens du succès de Matrix au cinéma, qui avait engendré plein de succès dans l'édition. Mais en fait, finalement, ces œuvres, ces textes philosophiques sur Matrix parlaient de philosophie en s'appuyant sur Matrix, mais ne faisaient pas progresser la connaissance sur Matrix. Alors là, entre les différents articles, il y a des variations de ton. Il y a des choses qui vont vers l'universitaire, mais tout en restant très lisible. Des choses qui vont vers une forme un peu intellectuelle de texte de fan ou de texte d'admiration. Et je trouve que c'est un mélange qui fonctionne bien et qui est éditorialement, je pense que pris par une maison classique, le livre a été recentré sur un des deux axes. Soit on demande à tous les fans d'en parler, soit on va chercher des universitaires avec à chaque fois des risques, alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus collectif, collaboratif, où le seul point commun, finalement, c'est que tous les gens qui ont écrit dans ce livre sont fans de Dune. Voilà. Mais ce qui est toujours étonnant, c'est de voir ces variations d'interprétation aussi. Pour moi, les deux cas de variation les plus importants, c'est ceux qui veulent absolument faire de Dune une œuvre féministe. Et en fait, je pense que le féminisme, c'est une des causes les plus importantes de notre époque. C'est très vrai. Je pense qu'essayer de sauver Dune là-dessus, ça ne sera pas possible. Mais je me suis rendu compte que j'étais minoritaire parmi les contributeurs. Pour moi, ce n'est pas du tout une œuvre féministe, mais bon, c'est comme ça, c'est une œuvre de son époque. Et le deuxième sujet, c'est que... alors, il y a une précaution oratoire à avoir. Le sens d'une œuvre n'est pas le sens que l'auteur voulait y mettre. L'histoire de la littérature est faite d'œuvres où le sens de l'œuvre a complètement excédé ou dépassé leur auteur. Mais pour le coup, je trouve que Herbert, c'est quelqu'un qui a tellement pensé son œuvre que le sens de l'œuvre est parfois assez proche de sa visée initiale. Et Herbert, c'est quelqu'un qui a une vision cynique et utilitariste de la religion. Il est athée et il pense que la religion, c'est une fabrication humaine pour réguler le corps social. Voilà. Voilà. Mais quand on parle avec certains des fans de Dune, pour eux, ce qui les fascine, c'est le côté mystique de Dune. Et Dune aurait quelque chose de vraiment magique et mystique. Et voilà. Mais après, l'œuvre permet aussi cette interprétation, même si je pense qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Ouais, c'est le côté Jodot qui a aussi beaucoup joué. Je pense que Jodorowsky, c'est comme le Bene Gesserit, quoi. Il implante dans le cerveau des gens voilà, des choses. J'ai eu la chance de le rencontrer et c'est vrai que quand on regarde Jodorowsky Dune, c'est exceptionnel. Parce que quand même, dans le fond,
Il y a plein de gens moi j'entends plein de gens qui disent bah ouais, le meilleur projet, c'est celui de Jodorowsky. Il n'a jamais existé, c'est que dans ta tête finalement. Tout le monde a son meilleur projet de Jodorowsky. Et ça, je trouve ça assez fascinant à quel point Jodo a réussi et a apporté ce côté hyper mystique. Parce que quand il en parle, il y a un côté très impressionnant et très mystico qu'on retrouve après dans l'Incal et dans la caste des métabarons. Et c'est vrai que pour en finir sur l'aventure éditoriale de Dune, le MOOC est épuisé maintenant. Donc là, on a à peu près vendu 15 000 exemplaires. Et donc la nouvelle version qui est tout sur Dune approche des 2000 exemplaires maintenant. Donc on va plutôt, grâce au film aussi, ça joue beaucoup, on arrive plutôt vers du 20 000 exemplaires, ce qui était en fait, c'est ce que faisait la revue America. Quand elle vendait une revue, ça faisait à peu près 20 000 exemplaires, 20-25 000 exemplaires. Donc c'est énorme et ça prouve bien que c'est possible d'arriver à avoir des lecteurs quand il y a un petit peu... Enfin, les lecteurs, c'est comme tout le monde, je pense, ils sentent bien quand il y a des projets, soit qui sont un peu hors normes, soit il y a une forme d'ambition, ou quelque chose qui change un peu la donne. Et c'est vrai que on m'a souvent posé la question, c'est quoi les coulisses ou le secret derrière ce succès. Des éditeurs m'ont posé la question de très gros groupes, justement. Et en fait, je leur dis juste, il suffit juste un peu d'investir. Et le côté investir sur des projets comme ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié dans un monde qui est maintenant éditorial, qui est très tenu par les cordons de la bourse, et que ce soit dans la presse ou que ce soit dans l'édition, où c'est plus les contrôleurs de gestion qui sont les vrais patrons des maisons d'édition, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant, mais on verra sur les prochains si on arrive à... C'est là on verra si la recette elle fonctionne une nouvelle fois, si on arrive à réétirer sur d'autres œuvres ou si on fait d'autres MOOC sur par exemple Blade Runner, Asimov, pourquoi pas Star Trek et autres, et ça permettra de voir ou pas si il y a des gens qui veulent revenir vers ça, quoi. Alors justement, je saisis la balle au bon parce que je voudrais vous laisser la parole un peu. Peut-être une dernière question de ma part. Donc il y a Dune, il y a la série Fondation qui est en cours de diffusion, il y a la série de Fondation d'après Asimov, donc qui est en cours de diffusion sur Apple, c'est ça, Apple TV. Il y a la résurrection de Métal Hurlant. En fait, il y a quand même en gros, directement, quoi. Pourquoi est-ce que la vieille SF cartonne autant en ce moment? Alors, c'est hyper intéressant. Et aussi, moi, j'ai lancé il n'y a pas très longtemps un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Et donc là, on est en semaine Dune. Donc il y a un épisode par jour sur Dune, qui était l'épisode du Festival Dune. Donc ceux qui sont fans de Dune, n'hésitez pas à écouter ça. En effet, il y a une vraie appétence sur les classiques qui reviennent à fond en ce moment. Et du coup, je pense qu'on est en train de vivre une forme de nouvel âge d'or de la science-fiction. La SF a jamais été aussi présente, notamment sur les plateformes de streaming. Ce sont elles qui proposent la meilleure science-fiction en ce moment. Il y a aussi toute l'actualité. La pandémie, c'est quand même, ça respire bon la SF et le post-apo. Le renouveau d'aller dans l'espace et d'aller vers les étoiles ou peut-être d'aller vers Mars. Je sais pas, cette image, peut-être vous avez vu l'image des JO pour promouvoir la France avec les JO, cette image où Thomas Pesquet fait du saxo dans l'espace en train de voler, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que on se dit il y a quand même la SF est en train d'être un petit peu partout et un petit peu omniprésente, et peut-être on va vivre ce qu'a vécu le polar avec deux gros classiques, entre guillemets, qui ont été deux gros succès, qui ont été Da Vinci Code et Millennium, qui ont fait une espèce de raz-de-marée. À ce moment-là, le polar est devenu quelque chose de noble, alors qu'il avait été méprisé pendant des années. Non, le polar un peu plus quand même. Non, le polar était déjà devenu une littérature beaucoup plus appréciée, bien avant Millennium. En tout cas, c'est vrai que moi je vois dans les médias, parce que c'est vrai que c'est là où on voit les bons indicateurs, c'est où on voit à quel moment des médias généralistes comme Le Monde, Le Figaro et compagnie, ou Le Point commencent à parler du genre. Et c'est vrai que le Point, par exemple, qui soutient Quai du Polar depuis le début et compagnie, c'est vraiment après ces deux succès-là, où il y a un truc qui est tout bête, et ce qui s'explique totalement, c'est qu'en fait, les annonceurs du journal, en tout cas ceux qui s'occupent d'aller chercher de la pub dans un journal, se sont dit, tiens, le polar, il y a un truc à faire parce qu'on va pouvoir récolter beaucoup d'argent. Et c'est vrai que depuis, moi je me rends compte que beaucoup de médias traitent de certains sujets parce qu'ils se disent tout simplement, il y a des éditeurs qui vont mettre de l'argent pour promouvoir leurs livres. Et cette bascule arrive avec Da Vinci Code, où à ce moment-là, beaucoup de médias commencent à s'y mettre et on commence à avoir des premiers journalistes spécialisés polar. Et c'est vrai qu'on a eu le même cas, entre guillemets, avec Harry Potter, entre autres, ou Le Seigneur des Anneaux, où il y a une espèce de basculement, et après, certains médias se disent « Ah oui, tiens, la littérature jeunesse, ça existe, la fantasy, ça existe ». On voit à quel point c'est compliqué pour ces littératures de genre d'arriver à exister dans un champ médiatique qui a toujours du mal à les considérer réellement.
même s'il y a des émissions spécifiques sur France Culture, type Mauvais Genre, ou que Nicolas Martin en parle dans la méthode scientifique, on voit que c'est pas forcément gagné. Je pense que le polar, c'est gagné, voilà, plus que les autres. Et là, on est dans un temps où la science-fiction commence à plutôt bien fonctionner. Après, il y a un truc qui est très simple, hein. On est un des pays qui avons créé le genre. On l'oublie toujours, mais Jules Verne, H.G. Wells, c'est les deux créateurs du genre de la SF, entre guillemets. Et quand même, en France, il y a eu des auteurs de SF françaises qui ont eu des succès incroyables, même s'ils sont vendus en littérature générale. Pierre Boulle, La planète des singes, Barjavel, La nuit des temps. Et donc, il y a quand même Philippe Cadic qui est très, très, très apprécié en France. D'ailleurs, les libraires peuvent le vendre en littérature générale, ça se vendra. C'est un truc assez rigolo. Donc, quand même, il y a aussi plein de choses qui font que la SF, je pense, arrive à un bon moment pour que le grand public commence vraiment à la savourer. Et puis, jusqu'à un basculement générationnel. Les trentenaires, donc, qui ont mon âge, quoi, ont tous été nourris aussi à la culture pop, et aux jeux vidéo et compagnie. Et la science-fiction, elle est omniprésente là-dedans. Mais peut-être David a d'autres éléments de réponse. Non, pas vraiment. Alors, je précise que moi, je ne dirais rien du polar parce que je ne connais pas du tout. Donc voilà, sur l'imaginaire, il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a effectivement le fait que des gens qui ont découvert certaines pratiques culturelles dans les années 80, comme le jeu de rôle, le jeu vidéo, le cinéma de genre, voilà, quand maintenant ils sont décideurs en fait dans les industries culturelles. Donc en fait, ce qui était leur pratique culturelle quand ils étaient enfants et adolescents, et qu'ils ont parfois censuré après, reviennent de manière forte maintenant qu'ils sont aux manettes. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect que face à eux, parmi les consommateurs des industries culturelles, il y a des gens qui ont appris à lire dans Harry Potter et qui, même si en grandissant parfois s'éloignent d'Harry Potter, veulent garder un rapport différent des générations précédentes sur le rapport entre littérature générale et littérature de l'imaginaire. Donc il y a une évolution sur ça. Après, il y a le fait que au cinéma, la série B est devenue la série A il y a 20 ans. C'est un poncif qu'on dit au cinéma. C'est-à-dire que maintenant, les grands films, c'est souvent les blockbusters. Un grand film, je ne parle pas esthétiquement, hein, mais c'est-à-dire c'est devenu le point central du cinéma, alors que ce n'était pas le cas dans les années 90. Donc il y a eu cette évolution qui fait que... Mais c'est aussi certaines, au début des années 2000, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux n'avait jamais disparu comme roman. Ça restait un roman de référence et permanent, mais c'est vrai que ça a complètement relancé, amplifié plutôt le Seigneur des Anneaux encore. Il y a plein de phénomènes qui jouent. Après, je pense qu'on pourrait attaquer la chose de manière beaucoup plus intellectuelle sur le fait que la distinction entre la littérature réaliste et la littérature spéculative, c'est une construction historique des années 1850. Alors, je ne vais pas vous faire le cours parce que c'est le samedi après-midi, je pense que vous n'avez pas mérité ça. Vous avez été sage toute cette semaine, donc vous n'avez pas mérité ça. Mais cette construction sociologique, historique des rapports entre les genres littéraires est un peu en train de s'essouffler, puisque initialement la littérature naturaliste, c'était la littérature révolutionnaire, la littérature du peuple, la littérature du réel. Et à l'inverse, maintenant, la littérature généraliste, dans certains cas, peut être perçue, à tort ou à raison, mais elle est quand même perçue comme ça, comme la littérature embourgeoisée. Et à l'inverse, il y a toujours dans les littératures de genre une sorte de puissance d'insurrection qu'on connaissait dans le polar politique par exemple, mais qu'on retrouve parfois dans l'imaginaire. Avec le fait que l'imaginaire, il y a cette tension très forte dans l'imaginaire, comme dans toutes les littératures, entre un versant qui est dans le divertissement pur et un versant qui est avec un propos assez fort. Et voilà. Donc d'ailleurs, Dune incarne ça, puisque Dune, pour le coup, c'est une de ces œuvres où les deux niveaux de lecture cohabitent complètement. Un niveau de lecture de l'ordre du divertissement, un niveau de lecture de l'ordre du propos dans la conversation collective, de la contribution dans la conversation collective. Et c'est peut-être aussi ce qui permet des appropriations de Dune qui sont très variées, qui ne sont pas toujours possibles pour toutes les œuvres de science-fiction, puisque vous avez des œuvres de science-fiction qui restent quand même du divertissement pur, et qui... ce sera plus difficile pour elles d'inspirer des articles entre guillemets intellectuels. Il y a aussi une chose, même si je pense... vous pourriez peut-être le confirmer, mais je pense que la segmentation entre littérature générale et littérature de genre est particulièrement forte en France, pour avoir pu discuter avec des auteurs américains, des auteurs sud-américains typiquement,
C'est vrai que dans d'autres pays, ou même Olga Tokarczuk, le prix Nobel de littérature il y a très peu de temps, disait que elle écrivait un roman de littérature générale, et puis un roman, et puis un polar, et puis etc., et que ça lui posait aucun problème. Alors ça, mais il y a d'autres raisons qu'on ne perçoit pas. C'est que les Français devraient être conscients du fait qu'on est un pays avec un réseau de librairies extrêmement dense. Et Bien. dès qu'on a un réseau aussi développé, en fait, on finit par avoir une production très développée. Et dès qu'on a une production très développée, il y a des phénomènes de segmentation. Et par exemple, quand on voyage dans les pays de l'Est de l'Europe, qu'on perçoit comme... Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours fantasmé les pays de l'Est comme des grands pays de culture, ce qu'ils sont à certains égards, mais c'est aussi des pays où la production littéraire en volume, je ne parle pas en qualité, est très faible en fait par tête d'habitant. C'est des pays avec peu de librairies, avec peu d'éditeurs, peu de livres publiés dans l'année, des tirages faibles en moyenne par rapport à nous. Et donc en fait, nous, ça nous contraint presque à faire de la segmentation juste pour créer de la visibilité ou ce type de choses. Par contre, c'est vrai que par exemple, on pourrait comparer avec les États-Unis qui pour eux ont un secteur qui est comparable au nôtre, beaucoup plus grand, mais parce qu'ils ont une population plus grande, mais qui par tête d'habitant a une production et une consommation de livres qui est comparable à la nôtre. Aux États-Unis, le découpage se fait de manière légèrement différente, au sens où il y a bien une littérature de genre aux États-Unis, sauf qu'en fait, la littérature de science-fiction aux États-Unis, dès qu'elle est un peu intelligente, on va dire, c'est la littérature spéculative, et on le bascule en littérature générale en fait. Tandis que voilà, c'est ça. Tandis que si vous êtes dans la SF bête et méchante de divertissement, là vous allez au rayon SF. Alors moi je sais parce qu'au Forge on publie des auteurs comme Charles Yu ou Rivers Solomon qui pour le coup ne sont pas classés en SF aux États-Unis. C'est-à-dire on va plutôt les mettre en littérature générale, même si effectivement il y a des vaisseaux spatiaux, il y a parfois des robots ou ce type de choses, mais parce que le point d'ancrage du récit, ça va être une réflexion sur la question raciale aux États-Unis, une réflexion sur l'esclavage aux États-Unis, une réflexion sur l'identité personnelle, et voilà. Donc, mais tout ça, ça peut sembler secondaire parce que c'est juste les enveloppes des textes, mais en fait, c'est très important parce que en fait, la chaîne du livre, c'est pas juste des auteurs qui envoient des textes et à la fin, il y a des lecteurs-lectrices, enfin des auteurs-autrices et des lecteurs-lectrices. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Les auteurs-autrices, c'est initialement des lecteurs-lectrices. Donc, selon ce que vous leur proposez, ils n'écrivent pas la même chose. Hein. Donc, parce que les auteurs-autrices, moi, je n'ai jamais rencontré d'auteur-autrice qui ne soit pas un très bon lecteur ou du moins un lecteur intense. Voilà. Et selon ce que vous proposez, la manière dont vous le découpez, voilà, ça va changer la production. Mais alors, certes, avec des cycles longs, mais voilà, Dune, par exemple, reste dans le rayon science-fiction. Mais je pense pourtant que c'est une œuvre qui a atteint une surface telle que si un jour l'éditeur du grand format, qui est Robert Laffont en France, voulait faire une couverture crème, typographique, comme une couverture très littéraire, ça se joue, ça se tente. Le même éditeur, Robert Laffont, alors pas la même collection, puisque c'est pas, ça n'a rien à voir avec le même éditeur, Robert Laffont, donc ne s'est pas privé de faire des couvertures tout à fait standards, même si elles ne sont pas crème, pour La Servante écarlate ou Le Maître et Marguerite, qui sont des ouvrages des littératures de l'imaginaire. Il va falloir à un moment ou un autre qu'on rende les clés. Si vous avez vu comme ils sont prolixes. Donc, si vous avez des questions très précises qui ne nous amènent pas à des débats remettant en question les structures de l'édition en France, je pourrais être volontiers le micro pendant encore un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà. Mais si vos questions sont vraiment précises, hein, s'il vous plaît. Qui a des questions à poser à David? Je sens que ce qui vous fait peur, c'est les réponses, pas les questions. Oui, bonjour. J'espère que c'est assez précis. Vous avez parlé du fait qu'on a demandé, si j'ai bien compris, à Villeneuve de ne pas utiliser le mot djihad. Et qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir complètement gommé la paix homosexuelle du baron Vladimir Harkonnen? Est-ce que c'est la même raison? Oui, il y a deux gros trucs qui ont été gommés. Enfin, gommés. Le premier, c'est que le baron Harkonnen, donc tous les méchants dans Dune sont soit efféminés, soit gays, soit pédophiles, puisque c'est ce cas du baron Harkonnen. Donc on est vraiment dans la vision old school du méchant homosexuel, très présent dans les années 50-60, entre guillemets, dans l'imaginaire. Et donc du coup, ce cliché-là
qui est aussi en fait qui est la vision d'Herbert. Herbert, on a retrouvé des poèmes très clairement homophobes. C'est quelqu'un qui avait un fils qui était homosexuel et qui est mort du sida, avec qui il avait de très mauvaises relations évidemment. Et donc du coup, ce côté-là, il y a une volonté de moderniser le personnage du baron. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont construit à l'antithèse de celui de Lynch, qui est totalement... moi, j'adore le baron de Lynch, mais il y a un côté bouffon, quoi. Il y a un côté incroyable, alors que le baron de Villeneuve est beaucoup plus effrayant, peut-être, parce que on sent l'acteur est génial, on sent le côté monstrueux, et de toute façon, il est gros. Donc la grossophobie est restée, entre guillemets, maintenant, ce qu'on pourrait dire. Donc du coup, non, ils ont gommé ces aspects-là. Denis Villeneuve est un réalisateur qui se dit féministe et progressiste. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont féminisé le personnage de Liette Kynes, qu'ils ont voulu, donc ils ont mis une femme noire à la place de Liette, qui a été jouée par Max von Sydow dans le Lynch, qui est un excellent acteur. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que passer après Max von Sydow, qui était quand même un monstre sacré du cinéma, pas évident de passer derrière. Et en fait, ça ne change strictement rien à l'histoire, au niveau de la narration. Que ce soit une femme qui joue Liette, ou que le baron, finalement, ne soit pas montré comme un homosexuel ou un pédophile, je trouve que ça change finalement rien à l'histoire. Et que c'est une volonté de moderniser ces personnages-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne dans ce film, parce que c'est des détails, dans le fond, à part les fans hardcore US qui ont hurlé au scandale, c'était assez réservé. Ce qui va être intéressant, autre exemple sur un autre film qui sort en ce moment, qui est le James Bond, le dernier James Bond, où on attaque beaucoup ce film en trouvant que c'est James Bond au Wokistan, et que le fait qu'il soit trop émotionnel, comme James Bond, c'est plus un James Bond, on est furieux. Et donc je pense que le prochain James Bond sera très différent que du côté un peu émotionnel qu'ils ont apporté avec Daniel Craig. Parce que ça correspond pas forcément à la cible de base, le cœur de cible, qui sont évidemment les garçons qui, quand ils viennent voir un James Bond, veulent voyager et avoir la belle voiture et compagnie. Voilà. Donc du coup, moi, ça me choque pas vraiment. Ça me paraît totalement logique qu'on connaît Hollywood et les grandes problématiques en ce moment de représentation, d'avoir fait ça, comme d'avoir choisi un casting un peu arc-en-ciel, entre guillemets, où on a toutes les communautés américaines qui sont représentées dans le casting. Ça, Hollywood le fait depuis quand même pas mal de temps. Et je trouve que les acteurs sont tellement bons, en tout cas dans cette adaptation, que moi, ça ne me choque pas forcément. Mais c'est une volonté clairement de la Warner. On est, tout le côté un peu problématique. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, j'ai interviewé Brian Herbert dans le MOOC, et du coup, je lui pose la question, parce que c'est lui quand même qui dit que son père est homophobe, qui nous sort les poèmes. Enfin, ça vient pas de nous, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que même lui a changé sa posture. Quand on lui dit, il dit oui, mais quand même, c'est un père merveilleux. Oui, évidemment, évidemment. Mais on voit tout de suite, hop là, le livre la biographie écrite en 2003-2004. 15 ans après, quand ça y est, t'as Hollywood qui est dessus, tout de suite, on commence à se dire oui, mais attendez, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Mais par contre, le fait de le dire, c'est bien de c'est bien de le dire, parce que Herbert ne voulait pas qu'on suive des hommes providentiels. Et souvent, on peut être admiratif de certains écrivains et autres qui sont en effet hyper impressionnants. Mais c'est bien d'avoir toutes les faces pour aussi comprendre toute la complexité du personnage et de l'auteur derrière. D'autres questions ? Et vous parlez du casting arc-en-ciel, et dans le film de Villeneuve, le docteur Yue, évidemment, il est chinois, mais il parle chinois. Ça, c'est frappant, c'est une vraie différence avec le Lynch, et il y a cet échange avec Paul, et il parle en mandarin, quoi. Donc, en gros, vous avez pu interroger la Warner là-dessus Alors, sur ça, globalement, en fait, c'est tout bête. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu cliché du asiatique traître. Si vous connaissez Fu Manchu de Fritz Lang, c'est le grand cliché, quoi. Donc forcément, l'asiatique est méchant et traître. Ça fait vraiment partie de l'imaginaire collectif du méchant chinois, entre guillemets, qui a été d'ailleurs dans les BD, je pense à l'Espadon, en fait, les 75 ans de l'Espadon, Black et Mortimer, c'est génial, mais bon, ça reste un grand truc où c'est quand même le Tibet et la Chine qui envahissent le monde pour les soumettre. Du coup, il y a ce cliché-là, en effet, du docteur Hué, qui est... Alors, c'est plus subtil que ça, quand même, parce que on voit pas... Enfin, bon, c'est le traître, mais... c'est assez bien amené. On n'est pas dans le cliché de Fu Manchu, du méchant chinois. Voilà. Je pense qu'ils ont pris cet acteur-là, Shang Chi, qui est un super acteur taïwanais, pour le marché chinois, qui est très très important, qui est maintenant aussi important que le marché américain. Et Dune est très attendu en Chine. Donc le fait qu'on parle cette langue-là, qu'on ait un acteur assez connu là-bas,
et que Timothée Chalamet a fait une super campagne de promo en Chine, ça montre bien que le marché chinois, on veut l'avoir, on veut le toucher. Donc ça a été un choix. Alors en plus, on peut le relire avec l'actualité en ce moment entre la Chine et les USA où c'est compliqué. Mais comme on n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes voilés dans un blockbuster, hein, Dune, on n'a jamais vu ça dans un film hollywoodien. En tout cas, hein, depuis Matrix, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de personnages noirs et arabes ou d'acteurs noirs et arabes dans un blockbuster comme ça. Donc il y a aussi cette volonté très clairement affichée d'avoir un casting international pour plaire aussi à un public le plus large possible. Même si je pense que le coup de génie, c'était d'avoir pris Chalamet et Zendaya pour aller chercher le public millennials et pour redonner envie à toute cette génération-là de s'intéresser à Dune, de lire Dune. Et moi, je vois plein de gens, j'ai fait plein de rencontres avec des gens qui étaient dans les cinémas et on voyait que ils y allaient que pour ça, que pour Timothée Chalamet et Zendaya. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, on verra si... Alors, Zendaya, on la voit malheureusement assez peu, ce qui est un peu frustrant parce que c'est une super actrice. Alors du coup, Denis Villeneuve a dit que pour le prochain film, ce serait limite elle l'héroïne pour faire un espèce de diptyque Paul Zendaya. On verra, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui, Denis Villeneuve, qu'on voit sa filmographie, il y a toujours une volonté, en tout cas, de mettre les femmes en avant et donc d'avoir une vision quand même beaucoup moins manichéenne d'Hollywood. Donc, mais en effet, il y a 5 langages dans Dune. L'anglais, la langue des signes, d'ailleurs. Et en plus, ce qui est vrai, ce qu'ils disent, c'est vrai. Moi, je trouve ça génial qu'ils aient intégré la langue des signes dans ce film. Je trouve ça assez fou. C'est la vraie langue des signes. Ouais, vraie langue des signes. Donc, du chinois, l'arabe. Et il y a aussi, moi j'adore, c'est la partie avec les Sardaukar sur la planète, où en fait, on voit que le son fait partie de leur langue. On voit cette espèce de personnes qui manipulent entre eux, on ne sait pas trop. Et cette séquence-là, qui dure, 3 minutes, c'est génialissime parce qu'il y a aussi l'autre langage par le son. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Peut-être. Je ne sais pas s'il le dira, mais peut-être, oui. Est-ce que quelqu'un veut le 3e micro? Oui. C'est pour que ce soit enregistré. Merci. Ce que je voulais dire, c'était que, effectivement, de mon point de vue, j'avoue que je déconseille aux gens qui n'ont pas lu d'aller voir le film, ne serait-ce que parce que s'ils ne le suivent pas attentivement les 2 premières minutes, comme vous disiez, qui expliquent finalement énormément de choses, je trouve qu'il y a beaucoup trop de coupures. Moi, en tant que fan de Dune, ayant tout lu, je suis ravi du film. Je préférerais qu'il dure 5 heures, mais je déconseille vraiment parce que sinon on loupe énormément de clés qui sont très importantes pour moi dans le roman. Et du coup, à quel point, ma question c'est la suivante, à quel point vous pensez que le succès du film, il est dû essentiellement à Dune, ou il est dû essentiellement à Zendaya, elle est trop belle et j'adore Jason Momoa? C'est une très très bonne question. Bon, déjà, alors c'est compliqué en fait, il faut aussi analyser d'un point de vue local. En France, Dune, ça a été un carton, ça a toujours été un carton, 2,4 millions d'exemplaires vendus. Même le film de Lynch, qui était une tôle finie, c'est fait partie des pays où ça a le mieux marché. À l'international, c'est en France. Donc il y avait déjà, on va dire, des prédispositions pour que, en plus Denis Villeneuve est francophone, il est venu faire la promo, donc tout a été fait quand même, tout était fait pour qu'en France ça fonctionne. Et en passant, le jeu Dune 1 a été un énorme succès en France, mais ne s'est pas vendu à l'étranger, sauf en Angleterre et en Allemagne. Donc c'est aussi un truc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, nous, Dune 2, le jeu Dune 2 s'appelle Dune 2 chez nous, pour se distinguer de Dune 1. Et en fait, aux États-Unis, il y a juste un seul jeu vidéo qui s'appelle Dune, qui est en fait notre Dune 2, qui est un jeu de stratégie, en fait. Puis il y a aussi je pense, Jodorowsky, Moebius, c'est quand même des personnalités et le succès du documentaire Jodo Dune fait qu'en France, tout était fait pour que ça fonctionne. Après, moi, je pense que quand même aux États-Unis, ça va beaucoup jouer d'avoir. Et d'ailleurs, quand on regarde la bande-annonce américaine qui vient de sortir, voilà, c'est une bande-annonce qui est marvelienne à fond la caisse. On montre que l'action. Je me dis que quand les gens vont aller dedans, ça va être spécial. Mais en effet, le fait d'avoir Timothée Chalamet, Zendaya, pour aller toucher des gens, Zendaya, le compte Instagram, je crois que c'est 3 ou 4 millions de personnes qui la suivent. Donc c'est clairement volontaire. Et en même temps, c'est super parce que ça permet d'aller toucher toutes les générations. Et je pense que c'était le but de ce film-là. Et que peut-être aux États-Unis, ce sera plus grâce à ces deux-là que grâce au roman de Herbert. Ce qu'on n'avait pas forcément sur le Seigneur des Anneaux, où il y avait quasiment que des inconnus. Mais le Seigneur des Anneaux, il y avait une telle aura internationale
que, entre guillemets, le titre Seigneur des Anneaux suffisait à lui-même pour faire rêver. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites en tant que fan. J'entends les mêmes critiques avec le Seigneur des Anneaux, par exemple. Quand on est fan du Seigneur des Anneaux, c'est vrai que quand on voit les adaptations qui sont super, il y a une forme de frustration devant tout ce qui n'est pas traité et toute la complexité de la chose. Et c'est vrai que dans Dune, s'il y a le seul défaut que j'ai de ce film, c'est qu'en effet, il y a des personnages qui sont sacrifiés pour une narration, pour 2h30 de film, et déjà 2h30, c'est long. C'est quand même, qu'on y repense, c'est pas mal. Hein. Et c'est vrai que il y a plein de personnages qui sont très profonds, qu'on retrouve pas. Mais par contre, je pense que pour ceux qui... parce qu'il ne faut pas se voiler la face, le temps de lecture quand même diminue. On a des jeunes lecteurs qui lisent beaucoup moins qu'avant, finalement. Et du coup, c'est vrai que si ce film-là peut donner envie d'aller ouvrir des livres, moi, je trouve ça super. Je pense que la mission est réussie et que peut-être Denis Villeneuve sera le Messie de Dune réellement, quoi. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, du coup. Ouvrez les livres Merci à vous. Et lisez les livres. Il s'agissait à l'instant de Lloyd Cherry lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 9 octobre 2021, autour de Dune de Frank Patrick Herbert. Lloyd Cherry est directeur de l'ouvrage Tout sur Dune, paru aux éditions La Talente et Léa. Réalisation et mise en onde, Radio.